Donc nous allons commencer par un bref historique de la comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité existe sous une forme ou une autre, plus ou moins compliquée, imaginez bien entendu, depuis très longtemps. Il y a même des traces dans l'Antiquité, par exemple, chez les Égyptiens, les Sumériens, les Grecs, les Romains, on retrouve déjà des traces, vous vous rendez compte, dans l'Antiquité de la comptabilité. Ben oui, à partir du moment, pour faire simple, à partir du moment où il y en a un qui a dit « ça c'est à moi, ça c'est à toi », etc., etc., il a bien fallu commencer non seulement à compter, mais à trier, etc. C'est un petit peu l'origine, d'une façon très simplifiée, bien sûr, de la comptabilité. Au XIIIe siècle, par exemple, les Incas utilisaient ce qu'on appelait des quipos, c'est-à-dire des cordelettes de couleur qui comportaient des nœuds. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans des reportages à la télévision, des cordelettes avec des nœuds qui servaient justement à compter, à faire de la comptabilité, évidemment très sommaire, mais tout de même. Au XIIe siècle, en Europe, les artisans, évidemment, eux, ne savaient pas, à l'époque, pour la plupart, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Eh bien, à ce moment-là, les comptes étaient faits tout simplement avec des entailles, des marques qu'ils faisaient sur des morceaux de bois. D'accord ? Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Ensuite, il pouvait y avoir aussi d'autres civilisations dans lesquelles il y avait des calculs qui étaient faits avec des petits cailloux. On en a même retrouvé des traces dans des parois rocheuses et des symboles concernant ces nombres. Alors, vous imaginez encore une fois que c'est pas d'aujourd'hui. Donc ça, c'est autrefois, comment ça se passait, j'allais dire, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Maintenant, au milieu du Moyen-Âge, on va dire, apparaissent les notions de débit et de crédit, ainsi que les notions d'actifs et de passifs. Alors rassurez-vous, tout ça, nous allons en parler par la suite, hein, ce n'est qu'une introduction. Encore une fois, ne vous mettez pas la tête à l'envers. Tout ça, ça va être détaillé avec les presque 200 vidéos que j'aurai tournées là-dessus pour faire le cours. Donc ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous dire à la seconde qu'est-ce que ça veut dire débit, crédit, qu'est-ce que ça veut dire actif, passif. On verra ça dans la suite du cours en détail. Juste pour l'instant, encore une fois, au Moyen-Âge, on a commencé à parler de débit, de crédit, puis d'actifs et de passifs. Je pense que ce sont des termes que vous avez déjà entendus. Alors le débitor, donc, hein, c'était le terme en latin, est celui qui doit une somme d'argent, et le créditor, c'est celui à qui cette somme est due. Donc ça, c'était les notions de débit, crédit, d'actifs et de passifs, ça date du Moyen-Âge. Après, vers la fin du Moyen-Âge, et plus au début ou au milieu, apparaissent la notion de partie double. Alors vous allez comprendre, là aussi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que vers la fin du Moyen-Âge, évidemment, tous les échanges commerciaux se développent d'une façon, j'allais dire, exponentielle. Et bien entendu, alors vous avez entendu parler bien sûr de Marco Polo, par exemple, donc le Génois qui est parti en Chine pour une mission pour rencontrer l'empereur chinois. Et ça a commencé comme ça, ces échanges commerciaux. Et donc, il a fallu aussi développer parallèlement le crédit. Alors, encore une fois, dans toute l'Europe, le commerce se développe. Alors c'est vrai que c'est l'Italie qui, à l'époque, était vraiment dominatrice dans le domaine. Et compte tenu, vous imaginez bien, de l'éloignement par rapport, alors on va dire l'Italie, mais ça peut être aussi la France, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, dès que les premiers explorateurs étaient partis faire du commerce avec les Indes, avec la Chine, avec le Moyen-Orient, par exemple, à l'époque, eh bien vous imaginez le problème des paiements, d'accord ? Donc, alors évidemment, la première fois, on va dire qu'ils sont partis avec des coffres remplis d'or pour échanger ou pour acheter soit leur survie, soit acheter des marchandises ou des épices pour les ramener en Europe. Mais le problème, c'est que rapidement, ça posait problème parce qu'ils pouvaient se faire attaquer, voler, etc., etc. Donc, apparaissent évidemment à ce moment-là, de plus en plus souvent, la notion de crédit. C'est-à-dire donc de crédit, c'est-à-dire je ne paye pas tout de suite, je paierai plus tard. Ça veut dire donc que si on commence à dire ça, vous voyez que psychologiquement comment tout ça, ça fonctionne, ça veut dire que les partenaires commerciaux, on va faire simple, les clients et les fournisseurs, d'accord, ils tiennent non seulement des comptes de recettes et de dépenses, c'est-à-dire de trésorerie, d'argent qui rentre, d'argent qui sort, mais à cause du paiement éventuel à crédit, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle des créances et des dettes. Les créances, c'est les gens qui nous doivent de l'argent, à nous, entreprises par exemple,
et les dettes, c'est les gens envers qui nous devons de l'argent. Donc il y a deux, si vous voulez, deux niveaux. Il y a à la fois, je tiens compte de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, ça s'appelle de la trésorerie, des comptes de trésorerie, mais il y a aussi donc des comptes de créances et de dettes en attendant d'être payés ou en attendant de payer. Tout ça, ça veut dire qu'il y aura une partie double, bien entendu, c'est-à-dire qu'il y aura une partie chez le client et une partie qui marchera à l'envers, vous voyez, le double, chez le fournisseur. C'est alors qu'on a constaté donc le double enregistrement d'un règlement dans le compte de trésorerie qui augmente ou qui diminue selon le cas, et dans le compte du tiers qui a payé ou que l'on a payé. Donc la trésorerie, on va dire la caisse par exemple, qui augmente, qui diminue, aujourd'hui la banque qui augmente ou qui diminue, et le compte du tiers, du client ou du fournisseur qui est payé ou qui a été payé, donc qui augmente ou qui diminue. Nous verrons tout ça, bien sûr, en long, large et en travers par la suite, rassurez-vous. Puis, au XVIIe siècle, un journal et un grand livre sont utilisés, qui ont commencé à être créés, et ce qu'on appelait à l'époque, alors ça, peut-être que certains d'entre vous, parmi les plus âgés, connaissent les termes que je vais employer, à l'époque, on parle aussi du compte de perte et profit, et le bilan, on commençait à être établi au XVIIe siècle. Alors, le compte de perte et profit, on l'a utilisé, je m'en souviens de mémoire, jusque au début des années 80, j'ai envie de dire jusqu'en 82, et ensuite, et maintenant, on parle du compte de résultat. D'accord ? Aujourd'hui, compte de résultat et bilan, mais à l'époque, le compte de résultat s'appelait le compte de pertes et profits. Donc vous voyez que c'est resté pendant longtemps. Alors dans le journal, on enregistre, comme nous allons le voir par la suite bien entendu, chronologiquement, c'est-à-dire les unes après les autres, toutes les opérations en respectant la partie double. Alors toutes les opérations, à chaque fois qu'il y a un achat, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a une vente, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a un paiement, un enregistrement, à chaque fois qu'il y a un crédit, un enregistrement, enfin vous voyez, toutes les opérations sont enregistrées dans ce qu'on appelle le journal. Dans le grand livre, maintenant, qui à l'époque, bien entendu, était un livre physique, ok, alors il était grand parce qu'il y avait beaucoup de chiffres à inscrire dessus, et aujourd'hui, bien sûr, c'est par l'intermédiaire d'un logiciel de comptabilité, mais le principe reste le même. Eh bien, dans le grand livre, c'est ce qu'on appelle le répertoire des comptes donc du commerçant, dans lequel on retrouvait tous les comptes, et il y a la synthèse, si vous voulez, de tous les comptes qui ont été utilisés sur la période, tout ce qui a été enregistré dans le journal chronologiquement, chacun des comptes à chaque fois qui a été utilisé. Dans le grand livre, on retrouve la synthèse de chacun des comptes, bien sûr, qui a été utilisé avec l'historique, la date, le montant qui a été débité, crédité dans le grand livre. Encore une fois, ne vous affolez pas, tout ça on le verra plus tard dans les détails. Ce n'est pas l'objet, encore une fois, aujourd'hui. D'accord ? Et tous les ans, le compte à l'époque de pertes et profits, on va dire aujourd'hui, le compte de résultats et le bilan, tous les ans, sont obligatoirement établis. Alors aujourd'hui, maintenant, on n'est plus au XVIIe siècle, aujourd'hui, bien entendu, les choses ont changé et surtout ont évolué. En 1947, le premier plan comptable général, alors vous m'entendrez souvent parler de PCG, plan comptable général, est établi et impose des règles comptables. Alors ensuite, il a été modifié, j'allais dire X fois, notamment des grosses réformes en 1957, puis ensuite en 1982, alors en application de la 4e directive européenne qui indiquait des nouvelles règles, ça c'est juste à titre d'information, et ensuite, j'allais dire le PCG, il est presque révisé tous les ans. Les principales révisions ont eu lieu en 99, 2001, 2014 et récemment en 2018, bien entendu. Donc le PCG, là aussi, on le verra en détail, dans le plan comptable général, il y a un certain nombre d'informations, dont des articles, et les articles sont numérotés à l'aide d'un code, tout simplement. Et aujourd'hui encore, comme je vous le disais, le plan comptable général est remodifié régulièrement, je vous dis la dernière fois, d'une façon relativement importante en 2018, pour tenir compte des normes internationales dont on parlera dans la suite du cours. Les divers aspects de la comptabilité. Donc il y a, on va dire, trois aspects de la comptabilité par rapport au reste. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique et il y a l'aspect juridique.
Donc l'aspect social, ça ne va pas vous étonner, vis-à-vis du personnel de l'entreprise, par exemple, le bulletin de salaire est souvent, pas tout le temps, mais est souvent la seule preuve du contrat de travail. D'accord? C'est pas tout le temps, bien sûr, le contrat de travail existe, mais vis-à-vis de du personnel, évidemment, le bulletin de salaire, c'est évidemment très important. Or, le bulletin de salaire est toujours établi par un des services à l'intérieur de la comptabilité, soit en interne, soit en externe. Le salaire, bien sûr, vous le savez, doit être calculé selon des règles légales, donc selon la loi, plus éventuellement des accords contractuels qui peuvent exister à l'intérieur de l'entreprise, qui vont définir le salaire de base, les heures supplémentaires, le nombre, à quel prix c'est payé, etc., etc., les éventuels avantages en nature, des éventuelles primes, des éventuelles indemnités. Tout cela, évidemment, ça a une relation directe avec la comptabilité. Dans le même esprit, les retenues sur salaire doivent être conformes à la loi, bien sûr, et servent à être, ces retenues, ensuite à être versées aux caisses de sécurité sociale, caisses de retraite, les mutuelles, etc., etc. Ça, on va dire, c'est l'aspect social. Maintenant, l'aspect économique. Bien sûr, l'aspect économique de la comptabilité, c'est que la comptabilité, par définition, et ça aussi, vous le comprenez aisément, elle est en relation directe avec tous les facteurs économiques que sont, bien entendu, par exemple, les fournisseurs, les clients, les banques, les collectivités locales, les actionnaires, plus les services fiscaux, les services sociaux, etc., etc. Donc il y a bien un lien très ténu, très fort, entre la comptabilité, bien sûr, et l'économie. D'accord ? Enfin, il reste l'aspect, j'allais dire, juridique. Alors là aussi, ça paraît logique. Vous savez qu'en comptabilité, même si on n'a pas commencé encore au sens littéral du terme, le passage des écritures comptables, etc., que nous verrons dans la suite du cours, vous savez bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en comptabilité et en fiscalité, etc., etc. C'est-à-dire que, par exemple, en comptabilité, vous allez enregistrer les faits juridiques du commerce, tels que tout ce qui concerne les achats, les ventes, les locations, etc., etc. Ça va se traduire par des écritures comptables, et tous ces éléments, ces écritures comptables, doivent respecter des règles juridiques qui sont éditées, entre autres, par le Code du commerce, le plan comptable général, etc., etc. D'accord ? Donc c'est bien, là aussi, un lien très fort entre tout ce qui est juridique et tout ce qui est comptable par définition. Alors, bien sûr, là aussi, on y reviendra bientôt dans la suite du cours, parce que c'est un élément, en revanche, là, très important. Il y a quand même deux choses à savoir immédiatement, c'est-à-dire que quand on parle de comptabilité, la comptabilité va s'intéresser au patrimoine commercial, d'accord, donc, et uniquement au patrimoine commercial, et pas au patrimoine personnel du chef d'entreprise. On fait la comptabilité de l'entreprise, et on fait, ou de la société, on ne fait pas la comptabilité du chef d'entreprise. On est d'accord, ok? Donc, par exemple, quand vous faites votre déclaration fiscale, c'est la déclaration fiscale de l'entreprise au départ, d'accord? Alors après que ça ait des liens avec la fiscalité personnelle, c'est un autre problème. Mais je veux dire, quand on dit on fait un bilan, un compte de résultat, pour ceux qui ont l'habitude, c'est le bilan, le compte de résultat de l'entreprise. C'est pas celui ou ceux du chef d'entreprise, d'accord? Ensuite, autre chose qui est important, et ça on le verra en long, en large et en travers, on doit découper l'activité de l'entreprise en périodes de même longueur, qu'on appelle des exercices, et qui, on y reviendra, sauf cas particulier, chaque exercice dure 12 mois consécutifs. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un exercice commence obligatoirement un 1er janvier et se termine un 31 décembre, ça veut juste dire que chaque exercice doit durer 12 mois. On verra l'exception pour le premier exercice qui peut être inférieur à 12 mois ou supérieur à 12 mois sans excéder 2 ans à titre dérogatoire. Mais sinon, tous les autres exercices, c'est 12 mois. D'accord ? Évidemment, le fait d'enregistrer comptablement donc tous ces faits juridiques,
ça va permettre de bien comprendre, de mieux comprendre, en fait, quelle est la situation du patrimoine commercial de l'entreprise et tout ce qui aura comme incidence et comme conséquence sur le patrimoine des faits juridiques qu'on enregistre concernant le résultat et qui, par exemple, permettra de déterminer si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte. Alors ensuite, il y a aussi également, bien sûr, quelque chose d'important, c'est que d'un point de vue juridique, les pièces comptables, c'est-à-dire par exemple les factures, les tickets de caisse, etc., sont à la base des enregistrements. Je dis toujours, si vous n'avez pas de documents de type facture ou ce genre de choses, vous ne pouvez pas passer d'écriture. Il faut toujours un justificatif, d'accord? Donc des pièces comptables, si vous voulez, eh bien ça a une importance très grande en matière de preuve, bien entendu, d'accord? Alors maintenant, on va passer à la comptabilité et les règles juridiques. Alors d'abord, il y a des choses, par exemple, la première des règles juridiques en termes de comptabilité, c'est le caractère obligatoire de la tenue d'une comptabilité. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Tout commerçant, que ce soit une personne physique ou morale, doit tenir une comptabilité qui enregistre les mouvements qui affectent le patrimoine de son entreprise, donc qu'il augmente ou qu'il diminue. D'accord ? Donc de toute façon, c'est obligatoire, la comptabilité. Après, quels sont les 3 documents de synthèse? Alors, les 3 documents de synthèse minimum pour toutes les entreprises sont le bilan, le compte de résultat et une annexe. Inutile de vous dire qu'on reverra ça en long, en large et en travers tout au long du cours de comptabilité générale, bien entendu, et très rapidement, on va commencer bientôt par le compte de résultat et le bilan. Donc je répète, 3 documents de synthèse, le bilan, l'actif, passif, ce que possède l'entreprise, ce que doit l'entreprise, on est d'accord. Le compte de résultat qui va permettre de déterminer le résultat de l'exercice. Est-ce que sur les 12 derniers mois qui viennent de se dérouler, est-ce que l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes? C'est le compte de résultat qui nous le dira. Et l'annexe, là aussi on verra ça beaucoup plus tard, l'annexe qui est une succession de documents qui permettent de comprendre l'évolution de certains postes d'actifs et ou du passif notamment sur la période. D'accord? Donc 3 documents, bilan, compte de résultat, annexe. Ensuite, quelles sont les 3 exigences du plan comptable? Alors, bien sûr, là aussi, ça ne va pas vous étonner, c'est tout à fait logique. D'abord, la traçabilité de l'information. Tout enregistrement comptable doit préciser l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie. Encore une fois, à chaque fois que vous faites un enregistrement comptable, il doit y avoir un justificatif qui doit être à disposition ou qui doit être archivé pour pouvoir justifier, toujours pareil, l'écriture, par exemple, que vous venez de passer auprès, par exemple, des services fiscaux. Autre exigence du plan comptable, le respect de la chronologie. Eh bien, tous les enregistrements que vous faites pendant l'exercice doivent être enregistrés opération par opération et jour par jour dans ce qu'on appelle le livre-journal. Alors juste une petite précision, parce que certains peuvent être étonnés de cela. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir un respect de la chronologie, c'est-à-dire que les écritures, les événements, tout ce que vous enregistrez, doivent être faits jour par jour, chronologiquement, dans le livre-journal. Ça, c'est ce que j'ai dit, jour par jour. Très bien. Ce que je n'ai pas dit, qu'on était obligé tous les jours de faire des enregistrements comptables. Vous avez, par exemple, des tenues dans des cabinets d'expertise comptable, par exemple, des personnes qui tiennent de la comptabilité, ce qu'on appelle tenir la comptabilité de petites structures, de commerçants, d'artisans, etc., qui font la comptabilité, si vous voulez, on va exagérer un tout petit peu, mais en une journée dans l'année. Ceci n'empêche pas, même si vous faites, si on tient votre comptabilité, par exemple, la dernière semaine, peu importe, du mois de décembre, à titre d'exemple, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va tout passer en date du 30 décembre, par exemple. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est
quand on enregistre la comptabilité de quelqu'un, même si on l'enregistre tout d'un seul coup et pas au jour le jour, n'empêche que d'abord on va classer tous les documents jour par jour, et même si on passe la comptabilité, on va exagérer, dans la journée du 31 décembre pour toute l'année qui vient de se dérouler, n'empêche que les documents et les écritures seront enregistrés jour après jour, chronologiquement. On passe tout en même temps, pour que vous compreniez bien, mais ça sera enregistré avec les dates, les bonnes dates, et jour par jour. On est d'accord? Donc c'est ça qui est d'abord bien comprendre cette histoire de respect de la chronologie. Ensuite, autre exigence du plan comptable, ce qu'on appelle l'irréversibilité des enregistrements. Alors, là aussi, alors peut-être que certains d'entre vous font déjà de la comptabilité et ça va leur paraître évident ce que je dis. Le problème, c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a validé une écriture comptable, on ne peut pas l'effacer. Alors, ce qu'on peut faire, parce qu'après tout, même si on a validé, même si on est quelqu'un d'expérience, on peut faire des erreurs, eh bien à ce moment-là, on annule l'écriture, mais on ne l'efface pas. Vous voyez, c'est-à-dire, autrement dit, il y a toujours une trace. Alors pour ceux, là aussi on fait une petite parenthèse, pour ceux qui travaillent par exemple en cabinet ou dans un service comptable, vous savez qu'on peut toujours effacer une écriture tant qu'elle n'est pas validée. C'est-à-dire, pour faire simple, techniquement on dit qu'on travaille sur un brouillard, pas ces écritures, tant qu'on n'a pas validé, vous voyez, hein, put, d'accord, tant qu'on n'a pas validé, on peut revenir en arrière. Une fois que c'est validé, irréversibilité, des enregistrements. Alors maintenant, les livres obligatoires. Alors maintenant, il n'y a plus que 2 livres obligatoires en comptabilité. Avant, il y en avait 3, maintenant, il n'y en a plus que 2. Ce qu'on appelle le livre journal. Donc le livre journal, il enregistre donc chronologiquement les opérations comptables en respectant le principe de la partie double, c'est-à-dire entre clients, fournisseurs, etc. Nous verrons ça en détail plus tard. Donc, 2 livres obligatoires, le livre journal et le grand livre, le fameux grand livre, là aussi nous en reparlerons plus tard. Dans le grand livre, on va regrouper tous les comptes qui ont été utilisés dans le journal, tous les comptes qui existent dans l'entreprise et qui ont été utilisés un jour ou l'autre dans l'entreprise et qui existent toujours. Donc le livre journal, on enregistre chronologiquement les unes après les autres toutes les opérations chronologiquement, et le grand livre qui lui va regrouper tous les comptes de l'entreprise. Avant le 1er janvier 2016, il y avait un 3e livre qui était obligatoire, qui s'appelait le livre d'inventaire. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. Maintenant, les pièces justificatives. Alors là, il n'y a pas de... vous le savez probablement, bien sûr, il faut pouvoir justifier, toujours pareil, en cas de contrôle, en cas de litige, etc., etc. Donc les pièces justificatives, elles justifient, bien sûr, les enregistrements au journal et au grand livre. Elles doivent être conservées pendant 10 ans. Alors, elles sont externes, par exemple, ou internes. Alors, les pièces justificatives externes, les factures reçues, les avis de la banque, etc., etc., ou internes, double des factures envoyées, les chéquiers, etc., etc. Donc, vous voyez, les pièces justificatives, ça, c'est important à conserver. Les libellés explicatifs au journal doivent les mentionner et inversement, elles doivent porter la référence de leur enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous enregistrez une facture dans le journal dans lequel vous allez passer les écritures, il faudra donner, par exemple, le numéro de la facture, c'est à qui, à quel que vous avez payé, par exemple, ou reçu, si c'est une facture d'achat, quel est le numéro de la facture, quel est le fournisseur, quelle est la date, etc., etc. Toujours pareil, pour pouvoir retrouver facilement et faire office de preuve. D'accord? Donc voilà ce que je voulais dire tout simplement et assez rapidement concernant les différents aspects de la comptabilité sociale, économique et juridique. Merci de votre attention, à bientôt pour la suite du cours.